Amadou et Ibrahim ne sont pas frères de sang, mais dans leur village, tout le monde les appelait les inséparables. Ils ont grandi dans la même rue poussiéreuse. Ils ont partagé les mêmes bancs d'école. Ils ont mangé dans les mêmes assiettes, souvent presque vides. Quand Amadou avait faim, Ibrahim partageait. Quand Ibrahim tombait, Amadou le relevait. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'essentiel, l'un et l'autre. Un jour, encore jeunes, assis devant une maison en terre, ils se sont fait une promesse solennelle. On ne réussira pas seul, on réussira ensemble et on va sauver nos familles. Mais les années passent et rien ne change. Dans leur village, il n'y a pas de bons emplois, pas d'avenir, seulement la galère, encore et encore. Alors, un jour, ils prennent une décision difficile, partir en ville. Ils prennent le train avec peu d'argent mais beaucoup d'espoir. Un train vieux, bruyant, fatigué et sale, comme ceux qui le prennent. Quand ils arrivent en ville, c'est le choc. Les grands immeubles, les belles voitures, les lumières partout. Mais très vite, ils comprennent une chose, la ville est chère. Tout coûte cher. Manger, se loger, respirer presque. Ils louent une petite chambre très simple, un matelas au sol, des murs abîmés, une ampoule qui éclaire mal. Amadou regarde la chambre et dit avec un sourire. C'est ici que la vie commence. Ibrahim acquiesce, même s'il a peur. Ils se promettent de tenir, de travailler, de ne pas abandonner. Ils ne savent pas encore que ce choix va changer leur destin à jamais. En ville, la vie commence vraiment. Amadou trouve du travail comme gardien de sécurité dans une grande entreprise. Il gagne 100 000 francs par mois. Ibrahim, lui, devient livreur dans une société de livraison. Son salaire est plus petit, 50 000 francs. Il décide de tout partager à parts égales. Le loyer, la nourriture, les petites dépenses du quotidien. Au début, ça semble juste. Mais très vite, Ibrahim commence à souffrir. Avec son petit salaire, le partage égal lui prend presque tout. Avant même la fin du mois, il n'a plus rien. Le 13 du mois, son argent est déjà fini. Un soir, fatigué, il parle à Amadou doucement. « Amadou, est-ce que tu peux gérer le manger ce mois-ci? Comme ça, je pourrais garder un peu d'argent. Là, on est encore le 13 et j'ai déjà 0. » Amadou répond sans réfléchir. « Non, chacun gère sa part. Faut apprendre à se débrouiller. » Ibrahim baisse la tête. Il n'insiste pas. Il ne veut pas de conflit. Mais pendant qu'Ibrahim souffre en silence, Amadou, lui, regarde ailleurs. Au travail, toute la journée, Amadou voit défiler la richesse. Des voitures de luxe s'arrêtent devant l'entreprise. Des chauffeurs ouvrent les portières. Des hommes riches descendent, sur deux. Amadou ouvre le portail. La voiture passe lentement devant lui. Il la regarde de haut en bas. Il imagine ses mains sur le volant. Il s'imagine assis à l'intérieur, climatisation, respect, silence. Parfois, quand personne ne regarde, il s'assoit quelques secondes sur le siège du chauffeur, juste pour sentir le confort. Dans sa tête, il se dit « Un jour, ce sera moi. Je ne serai plus celui qui ouvre le portail. Je serai celui pour qui on ouvre le portail. » Il regarde les riches parler sans le voir, sans le respecter. Il sourit, il baisse la tête, il dit bonjour avec respect. Mais à l'intérieur, Amadou se sent supérieur. Il pense « Il me regarde de haut aujourd'hui, mais demain, je serai au-dessus de tous. » Le soir, quand il rentre dans la petite chambre, il enlève son uniforme de gardien et il regarde ses habits simples. Il serre les dents. Certains soirs, après le travail, il s'assoit devant la porte de leur petite chambre. Ils regardent la ville passer et ils parlent de leurs rêves. Amadou dit souvent « Moi, je dois devenir riche. Une grande maison, une grosse voiture et plusieurs femmes. Moi, je veux juste qu'on sorte de la misère et qu'on aide nos familles. » Ils vivent ensemble, mais ils ne rêvent plus pareil. Les jours passent, travail, fatigue, petits repas, galère. Chaque matin, ils repartent travailler. Chaque soir, ils reviennent fatigués. Mais malgré tout, ils continuent, parce qu'au fond d'eux, ils se disent encore une chose. Un jour ça va changer, un jour on va s'en sortir. Ils ne savent pas encore que ce jour-là va arriver, mais pas de la même façon pour chacun. Ce jour-là, Amadou arrive au travail plus tôt que d'habitude. Il ouvre le portail, une voiture de luxe entre. Il regarde la voiture passer. Il regarde l'homme à l'intérieur, assis à l'arrière, détendu, téléphone à la main. Amadou pense, lui,
Il ne sait même pas ce que c'est la faim. Il reprend sa posture, dos droit, profil bas. Toute la journée, il voit défiler la richesse, des voitures encore plus luxueuses, des rires, des gens importants. Puis, en milieu de journée, un collègue s'approche. Amadou, le patron te demande dans son bureau. Il est énervé, donc fais attention à ce que tu dis. Amadou reste figé. Son cœur commence à battre fort. Voilà, c'est fini. Ils ont vu quelque chose. Je vais perdre ce travail. Il enlève lentement sa casquette. Il arrange son uniforme. Chaque pas vers le bureau est lourd. Quand il entre, le directeur est assis derrière un grand bureau, calme, sûr de lui. Assieds-toi, Amadou. Il garde les mains sur ses genoux. Il n'ose pas lever les yeux. Un silence. Le directeur le regarde longuement, puis parle. Amadou, ça fait longtemps que je t'observe. Tu travailles bien. Tu ne parles pas trop. Tu sais rester à ta place. Merci, monsieur. Le directeur se lève et fait quelques pas dans le bureau. Beaucoup de gens veulent réussir, mais très peu sont prêts à payer le prix. Amadou fronce légèrement les sourcils. J'ai une proposition pour toi. Amadou relève la tête. Je vais te nommer directeur du service de sécurité. Tu auras une maison avec piscine, une voiture de luxe et un salaire d'1 million par mois. Amadou ferme les yeux. Il voit sa mère. Il voit la petite chambre sale. Il voit Ibrahim compter les pièces. Sa voix tremble. Merci beaucoup, monsieur. Enfin, le ciel a entendu mes prières. Le directeur lève doucement la main. Mais il y a une condition pour atteindre ce poste. Parce que ce poste, tout le monde le cherche, mais très peu le mérite. Quelle condition, monsieur? Le directeur s'approche. Sa voix devient plus basse. Tu passeras la nuit avec moi. Il sait ce que ça signifie et il dit. Non, jamais. Je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas été élevé comme ça. Le directeur ne crie pas. Il sourit. Pourquoi jamais? Tu crois que la richesse tombe du ciel, Amadou? Vous voulez me salir pour de l'argent? Non. Je veux te faire entrer dans un monde que tu regardes de loin tous les jours, et j'aurai quelle marque de voiture? Le directeur sourit encore plus. Celle que tu veux. Même. La Lamborghini, la Ferrari ou même la Rolls-Royce. Et même la maison, tu la choisiras. Amadou regarde le sol. Dans sa tête, une voix dit. Toute ma vie, j'ai fait profil bas. Toute ma vie, j'ai obéi. Et si c'était ma chance? Il relève lentement la tête. J'accepte. Le soir, Amadou rentre à la chambre. Il ferme la porte doucement. Il pose sa casquette. Il ne parle pas tout de suite. Ibrahim le regarde. Amadou, ça ne va pas. Il passe ses mains sur son visage. Assieds-toi, Ibrahim. Ce que je vais te dire, ce n'est pas facile. Ibrahim s'assoit en face de lui. Il sent que quelque chose est grave. Amadou commence lentement. Il explique tout. Le bureau, la promotion, la maison, la voiture, le million. Ibrahim ouvre grand les yeux. Mais c'est une chance ça. On va enfin devenir riche, mais il y a une condition un peu étrange. Ibrahim se penche en avant. Quelle condition, Amadou? Passer la nuit avec lui. Ibrahim se lève d'un coup. Non, Amadou. Ça, ce n'est pas une chance, c'est le diable. Ibrahim, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Tu crois que Dieu te donnerait une maison avec piscine en échange de ton corps? Amadou serre les dents. Et la pauvreté, c'est Dieu aussi? Dormir affamé, c'est Dieu. Ibrahim parle plus doucement. Amadou, quand on te demande ton corps pour de l'argent, c'est ton âme qu'on achète. Amadou frappe la table. Mon âme m'a donné quoi jusqu'ici? Quand j'avais faim, elle m'a nourri. Quand on nous regardait de haut, elle nous a fait respecter. Moi, j'ai besoin de succès et d'argent. Amadou se lève, il fait quelques pas. J'en ai marre de faire semblant d'être humble. J'en ai marre d'ouvrir le portail aux riches. Je veux être celui qu'on respecte. Ibrahim se lève aussi. Le respect acheté, ce n'est pas du respect, c'est une prison. Amadou le regarde droit dans les yeux. Si quelqu'un est prêt à me donner une maison, une voiture et 1 million juste pour une nuit, c'est que cette vie-là vaut plus que ma dignité aujourd'hui et qu'il veut m'aider. Ibrahim secoue la tête. Non, Amadou, ça veut dire que ce que tu portes en toi vaut très cher et n'a pas de prix. Mais toi,
Tu es prêt à le vendre pour du matériel. Amadou crie presque. Je veux sortir de la misère. Je veux aider ma famille. Je ne veux plus compter les pièces. Ibrahim a la voix cassée. Et quand tout ça sera fini, quand ils t'auront utilisé, qu'est-ce qu'il te restera? Amadou baisse la voix. Il me restera l'argent. Ibrahim s'approche. L'argent ne te prendra jamais dans ses bras quand tu pleureras. Un long silence. Amadou regarde le sol. J'ai déjà pris ma décision, Ibrahim. Et si tu ne me soutiens pas, je vais être riche sans toi. Ibrahim ferme les yeux. Alors, tu vas me perdre et tu vas te perdre toi-même. Peut-être, mais je ne peux plus reculer. Ibrahim recule d'un pas. Tu vas le regretter, Amadou. Et ce jour-là, je ne pourrai rien faire pour toi. Quelques jours plus tard, la vie d'Amadou change brutalement. Il est officiellement nommé directeur du service de sécurité. Le même portail qu'il ouvrait autrefois, maintenant, on l'ouvre pour lui. On lui remet les clés d'une grande maison en étage avec une piscine, un jardin bien entretenu et une voiture de luxe. Pour la première fois, il a l'impression d'avoir gagné. Il marche dans la maison vide. Il touche les murs, il regarde la piscine. Il se dit. Ça y est, je suis arrivé. Il est encore temps, Amadou. Tu peux abandonner. Mieux vaut être pauvre et digne que riche sans dignité. La dignité, ça ne remplit pas l'assiette. Moi, je choisis l'argent. Il ferme sa valise. Faut manger ta dignité, Ibrahim. Ces mots tombent comme un couteau. Ibrahim ne répond pas tout de suite. Il regarde Amadou partir, pas avec colère, avec tristesse. Amadou attrape sa valise. Je reviendrai te voir si j'ai le temps. Mais sa voix manque de conviction. Il ouvre la porte, il sort. La porte se referme doucement. Dans la chambre, Ibrahim reste seul. Le silence est lourd. Il s'agenouille. Mon Dieu, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Puis il s'arrête, réfléchit un instant, puis ajoute, la voix cassée. Enfin, il sait ce qu'il fait, mais il est aveuglé par la richesse. Ibrahim baisse la tête. Protège-le quand même, parce qu'un jour il va tomber et le regretter. Les jours qui suivent sont très durs pour Ibrahim, très durs. Avec ses 50 000 francs, il n'y arrive plus, même en se privant, même en sautant des repas. Alors, il prend une décision qu'il n'avait jamais imaginée, il cherche un deuxième travail. Après plusieurs refus, quelqu'un lui parle d'une boîte de nuit qui cherche un DJ. Ibrahim accepte sans réfléchir. La journée, il continue à livrer des colis sur sa moto, sous le soleil, sous la fatigue. Il rentre le soir avec le dos cassé, les mains sales, les jambes lourdes, mais il n'a pas le temps de se reposer. Il se lave vite, il met un t-shirt propre et il repart. Direction, la boîte de nuit. Quand la musique commence, Ibrahim devient une autre personne. Il est dans le VIP, derrière les platines. Il observe la foule, il sent l'ambiance, il met la musique qui fait lever les gens. Il regarde les corps bouger. Il voit les sourires. Pendant quelques heures, il oublie la faim, il oublie la galère. La foule danse, la salle est pleine. Mais à la fin de la nuit, la réalité revient. Même avec ce deuxième travail, Ibrahim ne devient pas riche. Au moins, il peut payer le loyer. Au moins, il peut manger. C'est déjà ça. Parfois, quand il est seul, Ibrahim prend son téléphone. Il va sur Internet, il voit des photos. Amadou dans une voiture de luxe, Amadou dans des lieux chics, Amadou bien habillé, souriant. Ibrahim regarde longtemps l'écran. Il ne parle pas. Il ne commente pas. Il pense juste. C'est donc ça, la réussite. Pour Amadou, le luxe a un prix. Un soir, la voiture du chef d'entreprise s'arrête devant la villa. Amadou regarde par la fenêtre, son cœur se serre. Il ouvre la porte. Le chef entre tranquillement, comme chez lui. Il regarde autour de lui et sourit. Alors, tu es content de ta nouvelle vie? Amadou force un sourire. Oui, j'aime bien. Le chef s'approche encore. D'accord. Alors, allons dans la chambre. Amadou baisse les yeux. Il sait qu'il ne peut pas refuser. Il n'a pas le choix. Cette nuit-là est la pire de sa vie. Chaque minute est longue, chaque seconde fait mal. Il serre les dents, il ferme les yeux, il supporte. Quand tout est fini, Amadou marche lentement vers la salle de bain. Il s'assoit dans la baignoire. Son corps tremble. Il a mal, très mal. Il laisse couler l'eau. Il pose sa tête contre le mur.
Il pleure, pas comme un enfant, comme un homme brisé. Au même moment, dans la petite chambre sombre, Ibrahim est assis par terre. Il n'a pas mangé de la journée. Son ventre fait mal. Il serre ses genoux contre lui. Il regarde le plafond. Seigneur, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Sa voix est faible. Mais je te remercie quand même, parce que je suis encore debout. Il pleure aussi. 2 hommes, 2 endroits différents, une même nuit. Amadou pleure parce qu'il a vendu sa dignité. Ibrahim pleure parce qu'il n'a rien à manger. Amadou est riche. Ibrahim est pauvre. Mais cette nuit-là, aucun des deux n'est heureux. La ville dort. Personne ne voit, personne ne sait. Mais cette nuit marque un tournant. Parce qu'après cette nuit, plus rien ne sera jamais pareil. Un soir, la boîte de nuit est pleine, très pleine. Ibrahim est derrière les platines. Il sent que l'ambiance est bonne. Soudain, il y a de l'agitation à l'entrée. Des voix, des rires, des cris. Puis il le voit, Amadou. Amadou entre dans le club, bien habillé, sûr de lui, entouré de plusieurs femmes. Tout le monde le regarde. Amadou lève la main et crie. Ce soir, je paie pour tout le monde. Les serveurs courent, les bouteilles sortent, l'argent coule. Ibrahim s'arrête un instant de jouer. Il regarde la scène. Il pense. Moi, je galère pour manger. Et lui, il paie pour tout le monde. Il ne regarde même pas vers les platines. Il ne regarde pas Ibrahim, comme s'il n'existait plus. Ibrahim remet la musique. Il fait son travail, mais à l'intérieur, quelque chose se casse. Il se dit. Mon propre ami me voit souffrir et il ne fait rien. La foule danse, les bouteilles se vident. Mais cette nuit-là, il comprend une chose importante. Ils ne vivent plus dans le même monde. Un matin, Ibrahim ne se lève pas. Le soleil est déjà haut, mais lui est encore allongé. Son corps est lourd, sa tête tourne, sa gorge est sèche. Il a de la fièvre. Il essaie de se redresser, mais ses jambes ne répondent plus. Il retombe sur le matelas. Il respire fort. Chaque respiration fait mal. Il comprend que ce n'est pas une simple fatigue. Les voisins, inquiets de ne pas le voir sortir, frappent à la porte. Ils entrent. Ils voient Ibrahim. Faible, tremblant. Sans poser de questions, il l'aide à se lever et l'emmène à l'hôpital. Sur le lit d'hôpital, Ibrahim tremble. Les murs sont blancs, l'odeur est froide, le silence est lourd. Il n'a presque plus de force. Il regarde le plafond. Il pense à sa vie, à tout ce qu'il a traversé. Avec le peu d'énergie qu'il lui reste, il prend son téléphone. Ses doigts tremblent. Il hésite, puis il appelle Amadou. Le téléphone sonne 1 fois, 2 fois. La voix d'Ibrahim est faible, presque cassée. Frérot, je suis malade. Je suis à l'hôpital. J'ai besoin de ton aide. Il espère. Il se dit. Cette fois, il va comprendre. Un silence. Puis la voix d'Amadou tombe, froide. J'ai rien pour toi. Le cœur d'Ibrahim se serre. Amadou, pourquoi tu es méchant avec moi? Je suis ton frère. Il reprend son souffle. Tu aides des gens que tu viens à peine de connaître. Et moi, tu me laisses comme ça. Il attend une réponse, un mot, un silence, n'importe quoi. Mais Amadou ne répond pas. Il coupe l'appel. Le téléphone devient noir. Ibrahim le regarde longtemps. Il ne pleure pas tout de suite. Il comprend, il est seul, vraiment seul. Les jours passent à l'hôpital. Il parle à Dieu à voix basse. Seigneur, je n'ai plus personne. Donne-moi juste la force de tenir. Il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas la richesse, juste la force. Grâce aux prières et avec le peu d'argent qu'il lui reste, il finit par sortir de l'hôpital. Il est faible, maigri, mais vivant. Le lendemain, malgré la fatigue, il se rend à la société de livraison. Il veut sauver son travail. Il explique calmement. J'étais malade. J'étais hospitalisé. Le responsable ne l'écoute même pas. Ton poste est déjà pris. Ibrahim insiste, la voix tremblante. J'avais un certificat. Je peux le montrer? Le responsable secoue la tête. C'est fini. Tu peux partir. La porte se ferme. Ibrahim reste là, debout, sans travail, sans solution. Il n'a plus qu'une chose, la boîte de nuit. Avec le petit salaire de Digi, il n'arrive plus à tout payer. Le loyer, la nourriture, les soins. Il mange moins, il dort mal. Un matin, on frappe à la porte. Le propriétaire est là. Monsieur Ibrahim,
vous avez 2 mois de retard. Ibrahim baisse la tête. Donnez-moi encore un peu de temps. Je vous en supplie. Le propriétaire soupire. Je ne peux plus attendre. Vous devez quitter la maison, je n'ai nulle part où aller. Mais personne n'écoute. On met ses affaires dehors, ses vêtements, ses chaussures, son petit sac. La rue le regarde. Les voisins murmurent. Mais son ami est devenu très riche. Pourquoi il ne l'aide pas? Il ne se justifie pas. Il baisse la tête et dit simplement. C'est une longue histoire. Il refuse d'exposer Amadou. Même après tout. Il ramasse ses affaires. Il s'éloigne lentement, seul. Après avoir été mis dehors, Ibrahim n'a plus nulle part où aller. Il marche longtemps dans la nuit, son petit sac sur l'épaule, la tête basse. Puis il a une idée, il retourne à la boîte de nuit. Il attend la fin de la soirée. Quand la musique s'arrête, il va voir le gérant. Patron, j'ai un problème. Le gérant le regarde, surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Ibrahim parle sans détour. Je n'ai plus de maison. Je peux travailler plus. La nuit, je fais le DJ. Le jour, je range la boîte. Juste laissez-moi dormir ici. Le gérant hésite. Il regarde Ibrahim de haut en bas. Tu sais que ce n'est pas un hôtel ici. Ibrahim baisse la tête. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Je ne demande pas l'argent, juste un endroit pour tenir. Un silence, puis le gérant soupire. D'accord. Mais tu travailles. Tu nettoies, tu ranges tout. Ibrahim hoche la tête. Merci. Je ne vais pas vous décevoir. À partir de ce jour-là, la vie d'Ibrahim change, mais pas comme il l'imaginait. La nuit, il est DJ. Le jour, il devient agent d'entretien. Il balaie le sol collant. Il ramasse les bouteilles vides. Il nettoie les toilettes. Quand tout est fini, il s'allonge sur un canapé dur au fond de la boîte. Il n'y a pas de drap, juste le bruit des moustiques, la fatigue. Mais Ibrahim supporte, parce qu'il n'a pas le choix. Le soir venu, quelque chose change. Quand Ibrahim monte derrière les platines, il n'est plus le même. Il observe la foule, il sent l'ambiance, il comprend peu à peu quand il faut une musique lente, quand il faut frapper fort. Il enchaîne les sons, il fait lever les gens, il fait transpirer la salle. Week-end après week-end, la boîte commence à se remplir. Les gens parlent. Le DJ est là-bas, il sait faire danser. Quand c'est lui, l'ambiance est différente. Peu à peu, les gens viennent juste pour l'ambiance. Ils ne demandent plus le nom de la boîte. Ils demandent. Est-ce que c'est Ibrahim qui joue ce soir? Ibrahim commence à se faire connaître. Un soir, la boîte est pleine comme jamais. La musique est forte, la foule est chaude. Ibrahim est concentré, il enchaîne les sons comme jamais. La salle explose. Un homme riche s'approche du DJ booth. Il sourit. Il sort une grosse enveloppe, il la pose devant Ibrahim. Tiens, pour l'ambiance. Ibrahim regarde à l'intérieur, il y a 5 millions. Les gens applaudissent. Ibrahim reste figé une seconde, puis il reprend la musique. Ce soir-là, il fait danser comme jamais. Il ne joue plus pour survivre, il joue avec le cœur. Quand la soirée se termine, Ibrahim s'agenouille derrière les platines. Il ferme les yeux. Mon Dieu, j'ai travaillé pour cet argent. Si ce n'est pas un bon argent, enlève-le-moi. Mais si c'est le fruit de mon travail, protège-moi. Pour la première fois depuis longtemps, il ne dort pas avec l'espoir. Le lendemain matin, Ibrahim ne perd pas de temps. Il prend une partie de l'argent et il va directement louer une maison simple. Rien de luxueux, juste propre, juste calme. Il pose ses affaires, il s'assoit par terre, il respire, puis il met le reste de l'argent en sécurité. Il se dit. Cet argent, je ne dois pas le gâcher. Les semaines passent et, peu à peu, le nom d'Ibrahim commence à circuler. Au début, c'est dans le quartier, puis dans la ville, puis dans tout le pays. Tu connais le DJ Ibrahim? Quand il joue, personne ne reste assis. Les week-ends, la boîte est pleine, très pleine. Les riches arrivent exprès pour vivre l'ambiance. Ils veulent être vus, ils veulent être remarqués. Et dans cette boîte, c'est celui qui farotte le plus qui est respecté, et chacun veut faire mieux que l'autre. Alors il donne de l'argent à Ibrahim, beaucoup d'argent, pas pour le salaire, mais pour le prestige. Celui qui donne le plus sait que son nom va circuler dans la ville. Et Ibrahim, derrière les platines, enchaîne les sons. Il fait danser les foules. Chaque soir, des enveloppes tombent,
des millions. Il reste humble. Très vite, les riches ne veulent plus seulement le voir à la boîte. Ils l'invitent. Viens jouer à ma soirée. On te paie bien. On lui offre de l'argent, des billets d'avion. Ibrahim commence à voyager. Un pays, puis un autre, toujours pour la musique, toujours pour faire danser. Mais à chaque fois, il se rappelle d'où il vient, la boîte, le canapé, les moustiques. Et il se dit, ce que je vis aujourd'hui, je l'ai gagné avec mon travail. Pendant qu'Ibrahim commence à connaître le succès, pendant que son nom circule dans les soirées et les villes, la vie d'Amadou, elle, change, mais dans l'autre sens. Au début, Amadou ne s'en rend même pas compte. Il vit toujours dans sa belle maison. Il conduit toujours sa voiture de luxe. Son salaire tombe chaque mois. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se casser. Le chef d'entreprise appelle Amadou de plus en plus souvent. Au début, ce sont de simples messages, puis des appels tard dans la nuit. Viens ce soir. Amadou hésite parfois. Il est fatigué, il n'a pas envie. Mais il vient quand même. Il se répète dans sa tête. C'est le prix à payer. Puis, un soir, le chef arrive chez Amadou, mais il n'est pas seul. Il entre avec 5 amis. Amadou comprend immédiatement que ce ne sera pas une nuit normale. Son cœur bat fort. Il a envie de dire non, il a envie de partir, mais il regarde autour de lui. La maison, la voiture, le confort. Cette nuit-là est très dure. Quand tout est fini, Amadou s'enferme dans la salle de bain. Il s'assoit par terre, il pleure, il murmure. Comment j'en suis arrivé là? Mais le lendemain matin, il se lève, il s'habille, il continue à vivre comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, le chef appelle encore. Prépare-toi ce soir, on part à une soirée. Amadou est surpris. Une soirée? Quelle soirée? Une soirée privée. Tu viens avec moi. Le soir, le chef arrive chez lui. Il entre calmement, regarde Amadou, puis pose un sac sur le lit. Mais ça. Amadou ouvre le sac. À l'intérieur, une perruque, des vêtements féminins, du maquillage. Amadou relève la tête, choqué. Non. Explique-moi pourquoi tu me fais ça. Le chef répond calmement. Parce que ce soir, tu ne viens pas comme Amadou, le directeur. Amadou sent sa gorge se serrer. Tu veux m'humilier? Le chef s'approche et dit froidement. Non, je veux voir jusqu'où tu es prêt à aller pour rester à cette place. Tu vas trop loin. Le chef répond sans crier. Tu te rappelles, la maison, la voiture, le salaire. Un silence. Si tu refuses, tout s'arrête ce soir. Amadou regarde le sol. Il pense à la pauvreté, à la chute. Il ferme les yeux. D'accord. Il arrive à la soirée. Musique forte, lumière, rire. Dès qu'Amadou entre, les regards se tournent vers lui, puis les murmures commencent. C'est qui ça? C'est une blague. Des rires éclatent. Certains sortent leur téléphone. Amadou baisse la tête. Il a chaud, il a honte. Un homme s'approche en riant. Et, fais un selfie avec toi-même. Les autres éclatent de rire. Amadou veut disparaître. Il se sent petit, sale, brisé. Le chef lui sourit. Cette nuit-là, quelque chose se casse définitivement en Amadou. Il ne se sent plus respecté, il ne se sent plus digne. Il se sent utilisé. Un matin, Amadou se réveille en sursaut. Avant même d'ouvrir les yeux, son téléphone vibre, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il attrape l'appareil, encore à moitié endormi. Son cœur commence à battre plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ouvre un message au hasard. C'est vrai ce qu'on dit sur toi. Puis un autre. Explique-toi. Puis un troisième. La vidéo est partout. Amadou se redresse d'un coup dans son lit. Quelle vidéo? Il ouvre un lien. L'écran charge, 1 seconde, 2 secondes. Puis l'image apparaît. C'est lui, Amadou, dans une pièce qu'il reconnaît immédiatement. Sa maison. En face de lui, un homme. Ils sont très proches, trop proches. La vidéo montre clairement un moment intime entre eux. Pas un montage, pas un doute. Sa voix est reconnaissable. Son visage est visible. Amadou lâche le téléphone. Non, ce n'est pas possible. Ses mains tremblent. Il reprend le téléphone, il regarde encore. Les commentaires défilent. C'est donc ça que le directeur fait pour être riche. Je ne le regarderai plus jamais pareil.
Il a tout vendu pour l'argent. La vidéo se partage à une vitesse folle. En quelques heures, tout le monde en parle. Dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux. Amadou marche dans la maison. Il tourne en rond. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il essaie de se rassurer. Ça va passer. Ça va passer. Mais au fond de lui, il sait que rien ne passera. Pris de panique, il appelle le chef d'entreprise. Il faut faire quelque chose. Cette vidéo me détruit. Vous m'avez promis de me protéger. À l'autre bout du fil, un long silence, puis une voix froide. Viens au bureau. Tout de suite. Amadou comprend. Ce n'est pas une aide, c'est une convocation. Dans le bureau, l'ambiance est lourde. Le chef est assis, visage fermé. Amadou reste debout, nerveux. Expliquez-moi. Dites-moi que vous allez arranger ça et me sortir de cette situation. Le chef croise les mains. Amadou, cette vidéo circule partout. Mais on peut dire que ce n'est pas moi. Enfin, ce n'est pas comme ils le disent. Le chef le coupe. Peu importe. L'image de l'entreprise est touchée. Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tout. Vous n'avez pas le droit de me jeter comme ça. Le chef se lève lentement. Les affaires sont les affaires. Pour protéger l'entreprise, nous sommes obligés de te licencier. Amadou reste figé. Donc, après m'avoir utilisé, vous me jetez. Le chef ne répond pas. La porte s'ouvre. Tu peux partir. La porte se referme derrière Amadou. À cet instant précis, il comprend qu'il n'a jamais été important. Il n'était qu'un outil. Sans travail, Amadou rentre chez lui, perdu. Puis les problèmes arrivent, un par un. Il regarde ses comptes, il n'y a presque rien. Il réalise alors une chose terrible, il n'a rien économisé. Il faisait la fête, il dépensait. Il croyait que ça durerait toujours. Quelques jours plus tard, on lui retire la voiture. Puis on lui annonce qu'il doit quitter la maison. Amadou appelle ses amis riches, un par un. Frérot, j'ai besoin d'aide. Juste le temps de me relever. Les réponses tombent, froides. Désolé, ton image est partout. On va croire que je suis comme toi. Je ne peux pas prendre ce risque. Les appels s'arrêtent. Le silence arrive. Un silence brutal. Sans autre choix, Amadou loue un petit appartement, sale, humide, étroit. Il s'assoit sur le lit. Il regarde le plafond. Plus de musique, plus de luxe, plus d'illusions. Juste une vérité qui lui fait mal. Tout ce qui monte trop vite redescend toujours violemment. Un soir, Amadou est assis seul dans sa petite chambre sale, dans un quartier oublié. Il n'a plus rien. Il prend son téléphone machinalement. Il va sur les réseaux et là, le choc. Il voit Ibrahim à Dubaï. Des lumières, des foules immenses, des gens riches qui l'acclament. Comment c'est possible? Il regarde les vidéos, Ibrahim derrière les platines, Ibrahim souriant, Ibrahim respecté. Amadou comprend enfin, Ibrahim a réussi par le travail. Lui a réussi par un marché, et ce marché l'a détruit. Un jour, une information arrive jusqu'à Amadou, Ibrahim est au pays. Quand il l'apprend, Amadou reste immobile. Son cœur se serre, ses mains tremblent légèrement. Depuis des semaines, il survit. Il mange mal, il dort mal. Et soudain, ce nom revient, Ibrahim. Il s'assoit sur le bord de son lit sale. Il regarde autour de lui, les murs humides, le sol poussiéreux, le silence. Il baisse les yeux vers ses mains vides. Il hésite longtemps, il se parle à lui-même. Est-ce que j'ai le droit d'y aller après tout ce que je lui ai fait? Finalement, il prend son téléphone. Il appelle Ibrahim. Une fois. Le téléphone sonne, puis s'arrête. Il rappelle. 2 fois, puis une 3e fois. Toujours rien. Amadou regarde l'écran. Il comprend. Ibrahim est sollicité partout. Des gens importants, des rendez-vous, des invitations. Il n'a même pas le temps de penser à lui. Amadou ferme les yeux. Alors, il prend une décision. Il va aller chez Ibrahim, même si c'est humiliant, même si ça fait mal. Quand il arrive devant la maison d'Ibrahim, il s'arrête. La maison est belle, propre, calme. Il regarde le portail longtemps. Il est hésité. Son cœur bat fort. Puis, lentement, il frappe. La porte s'ouvre. C'est Ibrahim. Pendant une seconde, il se regarde sans parler. Et là, Amadou craque. Ses jambes lâchent. Il tombe à genoux directement devant Ibrahim. Pas des larmes silencieuses,
Des sanglots. Ibrahim, pardonne-moi. Sa voix est cassée. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu tort. Je me suis perdu. Ibrahim reste figé. Son visage se ferme. Rentre chez toi. Je ne veux pas te voir. Ces mots font encore plus mal. Amadou pleure encore plus fort. Il se penche presque jusqu'au sol. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Il relève légèrement la tête. Ses yeux sont rouges. J'ai faim, Ibrahim. Donne-moi juste à manger. Un long silence tombe. On n'entend plus rien. Ibrahim ferme les yeux. Puis, lentement, il s'écarte et dit. Ils entrent dans le salon luxueux. Amadou n'ose pas lever la tête. Il s'assoit au bord du canapé comme s'il n'avait pas le droit d'y être. Pardonne-moi, Ibrahim, murmure-t-il encore. Ibrahim le regarde longtemps, très longtemps, puis il parle. Tu m'as abandonné quand je n'avais rien, quand je dormais par terre, quand je n'avais même pas de quoi manger. Sa voix est calme mais lourde. Pourquoi je devrais te pardonner aujourd'hui? Amadou pleure. Faut pas pleurer ici, faut répondre. Pourquoi je devrais te pardonner? Il ne cherche plus d'excuses. J'étais aveugle. L'argent m'a détruit. Je croyais être arrivé. Je t'avais prévenu. Amadou hoche la tête. Je sais, j'ai compris trop tard. Le silence revient. Un silence lourd. Puis Ibrahim reprend, plus doucement. Je vais t'aider, mais je ne peux pas traîner avec toi. Amadou relève la tête, surpris. Pourquoi? Ta réputation est mauvaise. Tout le monde a vu la vidéo. Je t'avais prévenu. Amadou baisse les yeux. Donne-moi juste un peu d'argent. Je me débrouillerai à ma manière. Il va dans une autre pièce. Amadou reste assis, la tête basse, le cœur serré. Ibrahim revient avec de l'argent. Il le tend à Amadou. Prends et fais attention à ta vie. Amadou prend l'argent à deux mains. Il pleure encore. Merci. Merci beaucoup. Il se lève lentement. Il regarde Ibrahim une dernière fois. Il voudrait dire quelque chose, mais aucun mot ne sort. Il se dirige vers la porte. Il sort, seul. À peine 2 mois après leur rencontre, le téléphone d'Ibrahim sonne. Il est en plein rendez-vous. Autour de lui, des gens parlent, rient, attendent. Ibrahim regarde l'écran, Amadou. Il hésite une seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? La voix à l'autre bout du fil n'est plus celle qu'il connaît. Faible, cassée, presque étouffée. Mon frère, je suis à l'hôpital. Le cœur d'Ibrahim s'arrête net. Il ne demande pas pourquoi. Il ne demande pas comment. Où tu es? Amadou donne le nom de l'hôpital, difficilement. Il attrape ses clés. Il annule tous ses rendez-vous. Il ne prévient personne. Il monte dans sa voiture. Pendant le trajet, il conduit vite, trop vite. Dans sa tête, une seule pensée. Pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. À l'hôpital, l'ambiance est lourde. Les couloirs sont longs, silencieux. L'odeur des médicaments lui serre la gorge. Il avance vite, puis ralentit, comme s'il avait peur de ce qu'il va entendre. Devant une porte, il s'arrête. Un médecin sort. Son visage est grave. Vous êtes le proche d'Amadou. Ibrahim avale sa salive. Oui, je suis son frère. Le médecin inspire profondément. Amadou souffre d'une maladie grave. Elle détruit progressivement ses intestins. Ibrahim reste figé. Il n'entend presque plus la suite. Mais on peut le soigner? Non. Sa voix tremble. Dites-moi combien il faut. Je paierai tout. Le médecin baisse légèrement les yeux. Nous faisons le maximum. Mais la maladie est très avancée. Ibrahim secoue la tête. Non, ce n'est pas possible. Il sort son téléphone, il appelle, il transfère de l'argent, beaucoup d'argent. Faites quelque chose. Je vous en supplie, sauvez-le. Mais les heures passent, les jours passent, et l'état d'Amadou ne s'améliore pas. Un jour, Ibrahim entre dans la chambre. Amadou est assis sur son lit. Il est très maigre maintenant. Ses yeux sont fatigués. Son corps semble lourd. Mais quand il voit Ibrahim, un léger sourire apparaît. Merci d'être venu. Ibrahim s'approche doucement. Je suis là. Tu vas t'en sortir. Amadou le regarde longuement, comme s'il voulait graver son visage. Puis ses yeux se remplissent de larmes. Je suis désolé pour tout. Sa voix tremble. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû rester digne. J'ai tout gâché. Ibrahim sent sa gorge se nouer. Ne dis pas ça.
Ne parle pas comme si c'était fini. Amadou secoue lentement la tête. Je le sens. C'est trop tard. Les larmes coulent sur le visage d'Ibrahim. Non, tu vas t'en sortir. On va trouver une solution. Amadou murmure, presque sans voix. Pardonne-moi. Ibrahim prend sa main. Je t'ai déjà pardonné. Quelques heures plus tard, les machines autour du lit font un bruit régulier, bip, bip. Puis le rythme ralentit. Pep. Puis plus rien. Un long silence. Ibrahim relève la tête. Le médecin entre. Il regarde les machines, puis Amadou, puis Ibrahim. Il baisse lentement la tête. Ibrahim reste immobile quelques secondes. Puis il s'effondre. Faites quelque chose. Je vous en supplie. Mais personne ne bouge. Amadou est mort. Les jours passent. La vie continue autour d'Ibrahim. Les soirées, la musique, le succès. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Chaque soir, quand il est seul, il pense à Amadou. Il pleure en silence. Il lève les yeux vers le ciel. Mon Dieu, pardonne-lui, reçois-le au paradis. Parce que malgré tout, Amadou restait mon frère. Cette histoire est une leçon de vie. Amadou n'était pas mauvais au départ. Il était pressé de réussir, pressé de sortir de la misère. Mais à force de vouloir aller trop vite, il a fait de mauvais choix. Il a méprisé celui qui l'a aidé quand il n'avait rien. Il a fermé son cœur quand son frère avait faim. Il a cru que l'argent pouvait tout acheter, et la vie lui a rendu exactement ce qu'il a donné. Quand Ibrahim avait faim, Amadou l'a abandonné. Plus tard, quand Amadou a souffert, tout le monde l'a abandonné à son tour. Quand Ibrahim dormait par terre, Amadou se moquait de lui. Plus tard, Amadou s'est retrouvé seul, sans maison, sans amis, sans protection. Cette histoire nous rappelle une vérité simple. Tout le mal que tu fais aux autres revient toujours vers toi. Parfois plus tard, parfois plus fort. La richesse rapide peut te monter à la tête, mais elle ne te protège pas quand tu tombes. La dignité, elle ne te rend pas riche tout de suite, mais elle te protège à la fin. Pose-toi cette question aujourd'hui. Comment tu traites les gens quand tu es au-dessus d'eux? Parce que la vie a une mémoire, et ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain.